concours d'élégance de Femina et de l'intransigeant, entre tant d'autres voitures, un roadster présenté par Betty Stockfeld remportait un grand prix d'honneur. Et de Paris, cette auto partait pour Marseille directement, où on la chargeait à bord d'un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique. Ainsi débutait la première étape de notre voyage vers l'Afrique noire. D'Alger-la-Blanche à Agadez, de la Méditerranée au Niger, à travers le Tadémaït, le Tidikelf, le Hogar, sur un parcours de près de 4000 km, nous allions tenter, avec cette voiture strictement de série, la traversée du Sahara de part en part. À Alger, le matin du grand départ, tandis que l'on fait le plein de nos réservoirs d'essence, nous examinons la fameuse plaque impériale où se trouvent inscrites quelques-unes de nos principales étapes vers le Grand Sud. Dès la première journée, à 400 km d'Alger, nous croisons un quart des transports tropicaux. Et presque aussitôt, la Guatte, avec sa palmeraie et son fouillis de maisons blanches, surgit brusquement devant nous. Première oasis sur notre route, elle nous apparaît pleine de charme avec ses ruelles encaissées entre les murs des jardins que le balancement des palmes poudre d'ombres à claire-voie. Dès la sortie de la Guatte, que l'on appelle la clé du désert, le grand bled aride et nu surgit sans transition, et nous voici en route vers Tilrem. C'est au milieu de la plaine un bordj épais. Rien n'y a changé depuis l'époque, récente d'ailleurs, où il était une forteresse chargée de défendre le pays. La citadelle pourtant s'est muée en un paisible hôtel-restaurant, tenu par un arabe, qui nous reçoit avec le plus cordial des sans-façons. Elle a tenu. Et nous atteignons la capitale de Mzab, avec ses villes blanches, agrippées aux flancs de collines dénudées, qui surplombent la nappe verte de la palmeraie. Villes étranges, toutes en place grouillante, que dominent de pâles minarets en forme de pyramide. Voici sur la piste, à travers la Hamada, que parcourent les grands nomades Shaonda. Son plateau rocailleux, elle nous apparaît, paisible oasis, sur laquelle veille dominateur le vieux Ksar qui jadis la défendait. Creusé à même les flancs abrupts d'un pic rocheux, le Ksar, avec ses sentes escarpées et ses murs en ruine, servait jadis de citadelle aux habitants de l'oasis, qui s'y réfugiaient en cas d'attaque. El Golea est aujourd'hui une cité moderne avec ses maisons de style nègre et arabe. Dans un repli du désert, parmi quelques tristes et grêles, gît la tombe du père de Foucault, l'ermite du Sahara. À quelques kilomètres de là, la ville européenne étale sa place centrale, ses rues ombreuses. Dans le poste militaire se trouvent d'admirables jardins, dominés de loin par le vieux Ksar et arrosés par des sources jaillissantes qui alimentent une piscine où nous goûtons les joies d'une pleine eau. À la sortie d'El Golea, au pied d'une pancarte en plein désert, nous cherchons notre route vers Port Miribel. Et la piste de plus en plus chaoteuse nous vaut notre seconde mésaventure, notre condenseur qui déjà parle de nous abandonner. Rien de grave, heureusement.
et nous atteignions Fort Miribel, qui, voici quelques années encore, de ses murailles massives, montait la garde au seuil du mystérieux Tidikelt. Plein d'essence, plein d'eau, nous n'avons pas le temps de nous attarder. En route vers Insala. C'est un énorme carré blanc qui surgit brusquement en plein cœur du Tidikelt. Le sable qui règne en maître tout alentour sur des dizaines et des centaines de kilomètres assiège étroitement le poste que la France y a construit voici 35 ans. Il en rend l'accès difficile, témoin notre ensablement à la porte même de l'hôtel où nous opérons une entrée qui n'a rien de triomphal et dont souffre notre amour propre. Du haut de la tour du fort, on domine un panorama désolé. Mais à l'intérieur même du poste, quelques arbres dispensent leur ombre bienfaisante. Tout près de là, le village indigène garde précieusement la tombe des 70 saints, Abda Insala, qui vaut son nom actuel à Insala. Il est habité par des Touaregs vêtus des traditionnelles étoffes bleues et la face voilée de l'obligatoire litame. Et les enfants portent au sommet de leur tête rasée l'indispensable crête de cheveux par où, en cas de mort, Allah les emporterait vers son paradis. Depuis l'aube, nous roulons de nouveau, ce qui est une façon de parler, comme vous pouvez le constater. Le soleil flambe, il fait une horrible chaleur. Et dans le grand désert vide et calciné, la seule ombre que nous puissions trouver pour notre déjeuner est celle de notre remorque. Le moral toutefois n'est pas atteint. Et la randonnée reprend tandis que défilent les hautes falaises des monts du fameux Hogar. Blotti au pied des énormes masses rocheuses, le Borj d'Arak nous accueille. C'est un hôtel confortable et un poste de ravitaillement en essence où nous faisons notre plein, une fois de plus. À travers le sauvage décor des gorges, nous poursuivons notre voyage vers Tamanrasset et nous franchissons un oued entaillé de joncs sous le regard impassible du chef mince et beau comme un jeune dieu. Et soudain, au milieu de son chaos de montagnes, amas de bâtisses ocre parmi la plaine rouge, nous voici à Tamanrasset. Tamanrasset, moderne capitale du mystérieux Hogar, avec son hôtel confortable, sa vaste piscine, où les officiers et les sous-officiers du poste s'abandonnent à chaque fin de jour aux voluptés de l'eau fraîche. Avec son observatoire Jules Carte, avec ses souvenirs tragiques que domine la grande ombre de Charles de Foucault. Et voici son ermitage, épais et rude, creusé de minces impostes. Une seule porte, haute, étroite, difficile à franchir. Et voici son Borj, lourd carré de terre et donjon altier, auquel donne accès un étroit ponceau enjambant un large fossé. L'intérieur révèle la forteresse construite par l'officier qui se savait isolé parmi les tribus pillardes. Murs percés de meurtrières, chemins de ronde. Au centre de la cour intérieure, le puits qui permettait de soutenir un siège au besoin, et dans l'épaisseur des murailles, les cellules. La chapelle, entre autres, que désigne une noble croix encastrée dans la terre durcie. Et là-haut, traçant son signe rédempteur sur le ciel éblouissant, l'humble croix de branche qui signale à tous qu'ici vécut un serviteur de Dieu. C'est ici que Charles de Foucault fut assassiné par des pillards. Et Paul Embarek, le Touareg qui le servait et qui l'avait baptisé, seul témoin de sa mort, nous raconte cette fin tragique. C'est dehors, près de la porte, que Charles de Foucault fut traîné, ligoté et tué d'un coup de fusil à bout portant. Et la balle traversant sa nuque est venue s'enfoncer dans le mur du Borj, où elle a laissé une marque que l'on montre pieusement aux touristes. Tout près de là, la tombe où il fut enterré provisoirement. Plus tard, dans un monument blanc en forme de pyramide, à côté du corps du général Lapérine, qui fut son ami, et une autre grande victime du Sahara, on a enfermé le cœur de Charles de Foucault, dont un médaillon perpétue la grande figure. Prochaine étape, carte en main avec le lieutenant du poste, car le trajet désormais ne sera plus indiqué que par de simples jalons posés de loin en loin parmi les sables.
et nous repartons vers le sud, franchissant à nouveau le cirque de montagne du Hogar. Aussitôt, nous pénétrons dans les sables pourris, et dès les premiers kilomètres, nous trouvons des épaves. Une remorque abandonnée par un touriste dont le taux n'a pas pu fournir le trop rude effort. Auprès de la remorque, un énorme trou marque la lutte qu'il a dû soutenir contre l'ensablement. Nous avons franchi la frontière du Niger. Le décor change. Le gibier fait son apparition, tel ce troupeau d'autruches parmi lesquels s'enfuit un adax blanc. Et nous atteignons le premier village nigérien, Teguida Tessoum, dont la population nous accueille non sans curiosité. Aux sables nus et vides du désert succède maintenant une terre dure et noire couverte de broussailles et de grandes herbes, à travers lesquelles nous nous frayons un chemin jusqu'à Agadez. Agadez, capitale de l'Aïr, première ville de l'Afrique noire, avec ses larges places, ses maisons aux façades sculptées, est le point de jonction de l'Afrique arabe et de l'Afrique noire. Le type des femmes dénote déjà le métissage. Et ces deux enfants caractérisent nettement les deux races opposées qui se rencontrent et se mêlent ici. À gauche, une petite négresse, à droite, une petite touareg. Différence de traits et de teint, différence surtout de tempérament. C'est à Agadez que nous abandonnons notre auto pour pénétrer dans le Ténéré, le fameux pays de la soie. Et quelques jours plus tard, au campement où nous avons pris gîte, on procède au chargement de nos chameaux. Sous la surveillance du chef du village, notre caravane s'organise. Et le lendemain, à l'aube, accompagné du capitaine Arnoult, nous nous mettons en route. À travers le vaste désert, incendié de soleil, d'étape en étape, durant 13 jours, nous allons jusqu'à Bilma, à la frontière du Tibesti. Première étape à laquelle succéderont tant d'autres. Nous atteignons l'Ingesber, sorte de borne naturelle qui marque le seuil du Ténéré. Il faut descendre de chameau. Moment délicat que redoutent les apprentis méharis. Et ce soir-là, pour la première fois, nous couchons dans les trous individuels qu'un boy creuse dans le sable pour nous abriter du vent. La selle à chameau tient lieu de table de chevet. Puis, durant 2 autres semaines, ce sera le retour au pas monotone des chameaux qui avancent de l'aube jusqu'à la nuit. Chaque midi coupe notre lente progression d'une courte halte, durant quoi, au Ducasse, nous déjeunons hâtivement de quelques conserves au milieu des sables de feu. Une dernière étape va nous faire enfin sortir de ce Ténéré, où nous venons de cheminer durant tout un mois, au cours duquel il nous était défendu d'utiliser la moindre goutte d'eau pour notre toilette. Barbu, hirsutes, revenus à notre point de départ, nous retrouvons notre auto. Et par le même itinéraire déjà suivi à l'aller, nous prenons la route du retour. Nous remontons un à un les maillons de la chaîne des postes dont la France a peuplé le mystérieux Sahara. Ce Sahara qu'aucun avion et qu'aucune auto n'avait encore survolé ou traversé, voici 12 ans à peine, et qui maintenant, ouvert au grand tourisme,
est devenue la route naturelle et directe vers l'Afrique noire. Parti du Niger le 15 décembre, nous débarquions à Alger le 19 du même mois, et la plaque impériale retrouvée nous parlait une dernière fois de ce Sahara légendaire que l'énergie et la ténacité françaises ont rendu accessible à tous.